Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, vous devez être content parce que pour le moment, votre scénario est le bon. Vous nous disiez, les banques centrales sont dépendantes des marchés financiers et elles moduleront leur politique en fonction des états d'âme des marchés. Et à quoi a-t-on assisté récemment? À du rétropédalage dans les grandes largeurs de la part de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale des États-Unis, qui, il y a encore quelques semaines, était assez rigide sur la question de la hausse des taux, qui disait que s'il devait y avoir des hausses des taux, il y en aurait, et qu'il n'allait pas se soucier des marchés. Et là, palinodie magique, il vient nous expliquer que non, il est à l'écoute des marchés, et le marché interprète ça comme la suspension sine die de toute hausse de taux. J'ai lu des papiers de beaucoup de stratégistes, ils disent qu'il n'y en aura pas en 2019. Du côté de la zone euro, la même chose. La dégradation de l'environnement macroéconomique fait que du côté de Mario Draghi, on se dit que la politique accommodante qui est en place pourrait être maintenue ou devrait être maintenue plus exactement. Donc on voit bien qu'à chaque fois qu'on a une alerte sur les marchés, finalement on sort non pas l'arrosoir, mais la lance à incendie. En effet, c'est pas facile. C'est un métier pas facile, président de banque centrale, parce que en fait, vous êtes toujours assis entre deux chaises. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Donc, il faut à la fois faire passer que vos actions ont été brillantes et qu'elles ont relancé l'économie. Mais il ne faut quand même pas le dire trop fort, il ne faut pas que l'économie soit relancée de façon trop importante parce qu'il faut aussi justifier qu'on ne peut pas monter les taux et restreindre l'accès au crédit, etc. Vous savez, la normalisation, on en parle depuis des lustres. Donc, on a bien compris que M. Draghi, la normalisation, il l'a repoussée au calendrier grec. Et Jérôme Powell aussi. Alors, Jérôme Powell, ils ont fait croire, Mme Yellen avait déjà commencé. Ils ont remonté les taux jusqu'à 2,5%. Voilà. Ils ont fait croire que ça pouvait remonter jusqu'à 3,5. Ils ont fait croire que le 3,5 d'ailleurs était le taux considéré comme neutre il y a encore quelques semaines. Et puis, ils ont fait croire qu'ils normalisaient la politique monétaire et qu'ils allaient redescendre le bilan de la Fed. Le bilan de la Fed, résultat, il est passé de 4 600 milliards à 4 200 milliards. En 2 ans, 3 ans, je trouve que c'est quand même pas un exercice formidable. Et donc, il n'y a rien de normalisé là-dedans. Donc, les choses restent en l'état, Olivier. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre pourquoi, finalement, elles restent en l'état. Et aussi, quelles sont les implications sur les marchés. Alors, le fait que, vous le disiez, la normalisation semble impossible, est-ce que ça ne veut pas dire que les actifs risqués que sont les actions vont encore bénéficier d'une tendance haussière dans les mois qui viennent? Alors, c'est possible. Bien que je ne pense pas que là, pour l'instant, ils n'ont pas relancé, ou en tout cas Powell n'a pas relancé d'intervention de quantitative easing. Il a simplement dit qu'il arrêtait de monter, enfin en gros il a fait comprendre qu'il arrêtait de monter les taux. C'est différent. Alors que ça fasse un petit peu monter le marché, pourquoi pas, à mon avis ça va s'arrêter assez vite parce qu'il n'y a pas de réel soutien. En revanche, il a aussi dit la chose suivante, il a dit qu'il se tenait prêt, comme d'ailleurs l'a indiqué M. Draghi, il se tenait prêt au cas où. C'est-à-dire au cas, non pas où la conjoncture basculerait en récession, mais au cas où les marchés financiers se prendraient une petite dérouillée. Et donc, ça veut dire quoi? Alors, je vous rappelle, soit dit en passant, qu'une récession, ça coûte 40% sur un marché, à peu près. Donc, vous voyez que bientôt, je pense qu'on aura droit à ce genre d'exercice. On reviendra à la question de la récession un peu plus tard. Et là qu'est-ce que feront les banquiers centraux? Eh bien, ils vous diront tout simplement, écoutez, si pour tenir le marché,
il faut mettre 1000 milliards, je mettrai 1000 milliards. S'il faut mettre 2000, je mettrai 2000. Et ainsi de suite. Et donc, c'est là que le marché montera, très probablement. Parce que tous les gens se diront, bah, finalement, ça a bien marché la première fois. Hein. Donc, quand on fait tourner la planche à billets, ça va dans les actifs financiarisés, pas d'ailleurs que les actifs risqués, mais ça va dans les actifs financiarisés, et donc les marchés vont monter. Et puis on a un phénomène de réallocation de l'épargne, puisqu'il y a un phénomène d'éviction aussi. Oui, tout à fait. Les banques centrales préemptent le marché obligataire, et l'épargne devant se placer, elle se reporte vers les actifs disponibles, Exactement. dont les actifs risqués. Et donc, à ce moment-là, vous aurez une hausse sur les marchés. Ce qui est intéressant, c'est de se demander, et après, parce que que les marchés remontent, même à la limite qu'ils aillent se refaire un plus haut, pourquoi pas. Enfin, moi, j'ai quand même des doutes là-dessus. Je pense qu'on remontera, mais qu'on n'ira pas, qu'on ne retrouvera pas des plus hauts, les plus hauts récents. Mais bon, peu importe, les marchés montent. Et après? L'idée qu'il faut dissocier la question financière de la question économique? Oui, parce que l'économie, on sait très bien que ça ne marche pas. Hein. Quantitative easing, ça n'a jamais relancé une économie. On le voit depuis déjà un bout de temps, donc ce n'est pas le sujet. Donc il y a l'aspect financier. Donc techniquement, si vous voulez, les indices remonteront. Bon, so what? Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Je pense qu'il y aura j'espère en tout cas, qu'il y aura une prise de conscience qui est de se dire, mais finalement, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est bien la preuve de ça. Et on le voit d'ailleurs avec énormément d'avance, mais on le voit au Japon. À chaque fois que M. Kuroda arrive et dit on va essayer de normaliser, on va essayer d'acheter moins d'actifs, la Banque centrale va essayer d'acheter moins d'actifs, on va essayer pas de remonter les taux, parce que ça, il n'en est pas question là-bas, mais on va essayer de normaliser un petit peu le bilan de la Banque centrale. Qu'est-ce qui se passe? Instantanément, les taux montent, d'accord? Les taux montent, les marchés baissent. Et là, il fait machine vous avez Kuroda qui, 2 jours plus tard, apparaît à la télé en disant « Excusez-moi, vous avez du mal à me comprendre ». On reprend et on y va et on achète. Et donc ça veut dire simplement qu'il ne peut pas revenir en arrière. Et c'est ce que sont en train de dire les autres banquiers centraux. C'est on ne peut pas se sortir de ce truc-là. Et quand vous n'avez pas de plan B, quand vous n'avez plus d'alternative, la seule alternative c'est de créer des billets et la seule alternative c'est d'acheter tous les marchés. Alors j'ai une question, Olivier. À ce moment-là, ça risque d'être compliqué. J'ai une question tout de même. C'est bon, ok, il n'y a pas de plan B. Mais jusque-là, on peut se dire ça a marché. Sauf qu'on sait aussi que l'environnement change. L'économie, c'est affaire de cycle. Aux États-Unis, on est en haut de cycle. Moi, beaucoup s'accordent à le dire. Haut de cycle, ça veut dire qu'à un moment donné, et on commence à avoir des premiers signaux, on aura un ralentissement et fatalement, parce que ça fait partie du cycle économique, une récession. Comment peut-on gérer une récession lorsqu'on est dans la situation où on se trouve, sachant que les taux sont faibles, voire à zéro en Europe, et qu'on a déjà utilisé l'arme monétaire? On va la réutiliser parce qu'on n'a que ça, d'abord. Donc on va la réutiliser. C'est justement là le risque, c'est que ça n'aura absolument aucun effet sur l'économie. Et on le voit déjà, enfin, moi je pense qu'on est déjà en récession aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bon, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont passés au rouge depuis un bon moment. Vous voyez que tout ce qui est soft data reste sur des niveaux importants, mais tout ce qui est hard data, en revanche, c'est-à-dire vraiment les chiffres en dur, pas les enquêtes, etc. Là, c'est nettement moins bien aux États-Unis. On voit que il y a quelques semaines, ça a été publié, on a vu les rentrées fiscales des entreprises. C'est ça qui est assez important. D'ailleurs, c'est assez amusant.
parce que les gens ne s'en occupent jamais de ce genre d'indicateur. Ils préfèrent de beaucoup aller voir si le BPA de cette année est bien meilleur que celui de l'année dernière. Or, un BPA, si vous voulez, ça se trafique. Il suffit de racheter ses propres titres, ce que font allègrement les boîtes américaines, et vous avez votre BPA qui augmente mécaniquement. Mais en revanche, votre résultat, lui, il n'augmente pas. Et pendant ce temps-là, ce qui s'est passé, c'est que sur les 3 derniers mois, il y a eu une baisse importante des rentrées fiscales des entreprises aux États-Unis. Et donc ça veut dire tout simplement que, à taux égal, hein, donc ça veut dire tout simplement qu'il y a moins de résultats. Alors après, je vous dis, vous pouvez le maquiller comme vous voulez, mais il y a moins de résultats. Et ça a toujours été un précédent à une récession. Un indicateur avancé de récession bien plus avancé que tout ce qu'on peut vous dire sur les ISM et autres. ISM qui se dégrade, hein, les PMI dans le monde se dégradent. Oui, mais ce ne sont que des enquêtes, si vous voulez. Alors, au mieux, c'est un indicateur coïncident et c'est en aucun cas un indicateur avancé. Et donc là, on a un mauvais signal. Mais alors, vous dites indicateur avancé, ces données fiscales concernant les entreprises, les rentrées fiscales provenant des entreprises, indicateur avancé de récession, mais à quel horizon généralement 3-4 mois, c'est très court. C'est très court, parce que en général, ça se dégrade vite, les résultats. C'est pas une pente comme ça, hein, c'est plutôt une chute. Et donc, ça va très vite derrière. Et ça a été systématique. Alors évidemment, tout le monde va me dire oui, mais cette fois-ci, ce ne sera pas la même chose. Oui, bien sûr. Ça sera Alors est-ce que, tout de même, je vais me faire l'avocat du diable et vous apporter la contradiction, est-ce que ce trou d'air n'est pas imputable aussi au fait qu'on est dans l'attente de l'issue des négociations entre Américains et Chinois et qu'on pourrait avoir un regain d'activité parce que clairement, ça conditionne l'investissement. Il y a plein de projets qui sont retardés parce qu'on ne sait pas à quoi s'en tenir du côté des chefs d'entreprise. Ouais, enfin, c'est pas exact ça. Ça coince en Chine, ça coince aux États-Unis, ça coince en Europe. On voit des chiffres qui se dégradent. Vous avez vu les chiffres hier ou avant-hier de l'Italie. Non, mais que ça coince, on est d'accord, Olivier, mais est-ce que la cause, c'est pas tout de même cette épée de Damoclès qui pèse de beaucoup sur le commerce mondial? Non, ils n'ont pas arrêté du jour au lendemain aux États-Unis. D'abord, ils n'ont pas rapatrié, comme on le dit, de l'industriel chez eux, et donc ils continuent à fabriquer en Chine pour beaucoup, et on n'a pas simplement stoppé les bateaux et on ne s'est pas arrêté simplement parce qu'il y a quelques difficultés entre la Chine et M. Trump. Tout ça, c'est des discours, tout ça, c'est de la com. Derrière, vous avez des gens qui n'ont pas arrêté de bosser du jour au lendemain parce que M. Trump avait dit que les Chinois étaient méchants. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte que, en plus, vous imaginez que vous déménagez une société, une usine, vous la déménagez du jour au lendemain parce que le président a dit qu'ils n'étaient pas gentils. Enfin, je veux dire, il faut être sérieux. Ça met des mois et des mois et des mois et des années. Donc, alors, je reviens à mes questions initiales. C'est quel impact peut avoir une politique monétaire telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui lorsqu'on aura une récession? Mais aucune. Et en plus, je vais vous dire, là aujourd'hui, on voit ce que je vous ai dit, des chiffres se dégrader, on a des indicateurs qui se dégradent, et on voit des marchés qui continuent de monter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est les banques centrales qui sont à la manœuvre. Et beaucoup trop tôt. Pourquoi vont-ils aujourd'hui essayer de faire monter les marchés alors qu'ils montaient tout seuls? Après le trou d'air qu'il y a eu en fin d'année, les marchés montaient tout seuls. Qu'est-ce qu'ils vont aller dépenser des munitions, si vous voulez, pour le faire maintenant, alors que ce n'était pas indispensable, quitte à s'enlever des munitions pour le jour où ça sera vraiment indispensable, c'est-à-dire le jour où on va jouer la récession. Je vous ai dit, c'est 40% le prix d'une récession. Or, alors, beaucoup de gens la voyaient fin de l'année. Elle ne sera pas fin d'année, elle sera avant.
Là, ça se dégrade trop vite pour qu'on attende la fin d'année. Donc, la récession, elle va être là. La récession, on sait très bien que ce n'est pas parce que vous imprimez des billets que vous allez changer quoi que ce soit à la conjoncture. Et donc, vous allez retomber en récession. Et en plus, pour moi, c'est une retombée en récession. Ce n'est pas un cycle normal, comme vous le disiez tout à l'heure. Le cycle normal, c'était les cycles qui étaient pilotés par les banques centrales avec les taux d'intérêt, avec l'accès au crédit. Et ça, elles étaient pilotées, on va dire, jusqu'en 2006, 2007. C'était parfaitement piloté. On avait des cycles qui étaient assez faciles à discerner. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Ça n'a rien à voir. On a refusé la récession en 2008 et on a essayé de l'amortir en faisant quoi? En s'endettant. C'est tout. C'est-à-dire qu'on a déversé des milliards et des milliards de dollars pour rien. Hein. Je vous rappelle du premier QE, du premier quantitative easing qui a été pratiqué par la Banque d'Angleterre, qui, à la fin de ce quantitative easing, missionne des experts pour savoir quel était le résultat de ce quantitative easing. Les experts, au bout de quelques semaines, reviennent en disant il y a 3 ou 4% de ce quantitative easing qui est réellement allé dans l'économie réelle. Bon, c'est-à-dire rien. Conclusion de la BOE, on en refait un deuxième. C'est totalement hallucinant. Et là, on n'aura strictement rien parce que les taux, comme vous l'avez dit, sont déjà à zéro, donc de toute façon, on ne pourra pas les rebaisser. L'arme de la planche à billets, on a vu que ça ne servait absolument à rien, sauf à faire monter les marchés. Sauf que, à chaque fois, en créant des billets ex nihilo qui sont basés sur rien, qu'est-ce qu'on fait? On détruit la monnaie. Et on va y arriver. C'est-à-dire que quand il y aura cette crise de confiance, c'est la monnaie qui partira. Ce n'est pas les marchés. Les marchés, on s'en fout. Il faut bien que les gens se mettent dans la tête que le CAC 40, le Standard & Poor's, etc., ça pèse peanuts. Peanuts, c'est des tout petits marchés. Ce sont des tout petits marchés. Les vrais marchés, c'est le marché d'échange, d'accord, et c'est les marchés obligataires. Ça sera le mot de la fin, Olivier. Merci beaucoup.